Bonjour tout le monde, je suis Antonios Petro, directeur général de Régénération Canada et vous écoutez Podcast agricole du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, aujourd'hui, je suis avec Antonios Petro de Régénération Canada. Mais avant, je voulais vous parler du référencement. Ben oui, Apple et Spotify, ceux qui l'écoutent là-dessus, allez donner une belle note de 5 étoiles. Et puis aussi, vous pouvez aller vous abonner au Patreon, le patreon.com/podcast agricole au pluriel pour 4 $ par mois si vous voulez écouter un petit peu plus de podcasts, parce que j'ai des exclusivités exclusives que je fais là-dessus. Et puis aussi, ça aide une production qui est complètement indépendante des autres. Hey, salut Antonios! Bonjour Christian. Comment ça va? Ça va très bien aujourd'hui. Yes! Hey, aujourd'hui, on est à la journée du Club Action Billon, qui ont fait une journée de conférence avec l'Américain Steve Grove. Puis, nous autres, on s'est rencontrés. C'est pour ça que vous allez entendre probablement des bruits de porte, des affaires de même, là, parce qu'on est comme dans un corridor. On s'est rencontrés à la journée au mois de décembre chez Sébastien Anger. Et puis, on avait un atelier qu'on faisait ensemble à la même table. Puis, bon, tu m'avais parlé un petit peu de toi. Tu m'avais dit que tu avais déjà été producteur agricole en Égypte. Fait que là, ça a fait... Je voulais l'apprendre un peu plus là-dessus sur l'agriculture en Égypte, parce que pour moi, l'Égypte, là, c'est du sable. des pyramides puis du sable. Quand je suis arrivé ici il y a 10 ans, il y avait des questions sérieuses des gens en me disant mais est-ce que vous utilisez encore les chameaux comme moyen de transport? J'étais comme oui, c'est ce qu'on fait à date, mais bien sûr que c'est une joke. Ben oui, l'Égypte, on est rendu peut-être à 110 millions en Égypte, mais tous ces gens-là vivent sur peut-être 6 à 7 % de la superficie du pays. Puis vous pouvez imaginer, c'est vraiment autour du Nil. Autour du Nil. Donc, tu as le delta de Nil, là où le Nil se jette à la Méditerranée, hein, puis tout le long Nil jusqu'au Soudan. Donc, toute la terre agricole, elle existe là, bien sûr, à l'exception de quelques oasis dans le désert. Mais tout le monde et toute la terre agricole, toute l'agriculture, elle est faite autour de Nil. Et ça fait des milliers d'années où avec l'inondation du Nil qui vient d'un peu plus bas en Afrique, ça fait que le sol avec lequel je travaillais puis j'ai cultivé, ça fait partie du sol le plus fertile au monde. Parce que le Nil vient avec les limons, avec tous ces sédiments-là d'Afrique centrale qui amènent jusqu'en Égypte. Dans le fond, le Nil, il y a beaucoup d'érosion qui se fait dedans, d'une certaine façon. Fait que c'est un peu pour ça que ça amène des matières fertilisantes, entre guillemets, sur les terres quand il y a des inondations. Oui, puis bien sûr, tout ça, ça a diminué après qu'on a construit des barrages, parce que l'inondation, c'est bon, oui, pour la terre agricole, mais ça fait quand même chasser des milliers de familles à chaque année. Donc, maintenant, il y a des barrages, mais ça reste quand même qu'on irrigue encore par inondation dans nos champs. Donc, quand je cultivais en Égypte, on avait 2-3 jours tous les 18 jours où on a accès à l'eau. Puis le reste, il faut que tu fasses des affaires en ces 48 heures-là. Mais ça reste qu'on est régué par inondation. Donc, il y a encore des sédiments qui arrivent, mais pas autant qu'avant. OK. Pour nous situer un peu, bon, on a le delta du Nil, là, qui est comme une pointe de tarte en haut, qui jette dans la Méditerranée. Puis après ça, c'est vraiment aux abords du Nil. Là. Si vous allez regarder sur Google Maps, là, c'est vraiment aux abords du Nil que c'est cultivé.
Ta ferme est à peu près dans quel coin? Si vous prenez là, entre la Méditerranée puis le frontière avec le Soudan, donc nos voisins du Sud, je suis vraiment au milieu. Et toutes les villes en Égypte, ils sont presque sur une ligne droite là, autour du Nil. Puis de chaque côté du Nil, il y a de 15 à 20 kilomètres là, de chaque côté. Donc on parle là 40 à 50 kilomètres tout le long du Nil. C'est quand même autour de 1100 kilomètres de ça. Donc, et toute la terre agricole elle est dans ce grand corridor-là qui se finit par un triangle qui est le delta de Nil. Là. OK. Parce que chaque bord, c'est du sable. Ben, du sable. C'est vraiment le désert, on pourrait dire, là. C'est le désert, ça dépend. Donc, c'est vraiment différent l'Est puis de l'Ouest. Donc, d'un côté, c'est de sable. Okay. L'autre côté, c'est quand même des montagnes. Bon, c'est des petites montagnes, là, mais beaucoup d'industries, des briques, de roches, de toutes sortes de choses. Mais l'autre côté, qui est le côté ouest, c'est là où on appelle en Égypte la grande mer de sable, parce que c'est vraiment des dunes à l'infini. Donc, c'est quand même différent de chaque côté. Maintenant, moi, ça fait 10 ans que je suis ici. Maintenant, on fait beaucoup d'agriculture. Là, on essaye de reverdir le désert. Ce qui est ironique, parce qu'on détruit la terre agricole qui est fertile, parce que la population augmente et puis il n'y a plus de place, hein, et on s'en va faire ça dans le désert. Mais il y a certains points dans ce désert-là, parce qu'il faut savoir qu'il y a des millions d'années. Parce que la population va bâtir où c'est que ça se cultive, d'une certaine façon. Oui, mais c'est ça. C'est le monde à l'envers, parce qu'on construit sur la terre agricole, puis on essaie de faire l'agriculture dans le désert. Fait que c'est pas. Mais il faut préciser quand même qu'il y a certains points dans ce désert-là, comme il y a plusieurs milliers d'années, c'était de l'océan, c'était de la mer. Il reste encore des terres qui, je ne dirais pas fertiles, mais qui attendent un petit peu un boost, puis que tu peux quand même cultiver certaines cultures. Je n'ai jamais fait ça dans le désert, moi, mais maintenant, quand je voyage, il y en a quand même beaucoup de fermes dans le désert. Puis tu faisais pousser quoi dans ton pays? Parce que là, on s'entend qu'en Égypte, moi, dans ma tête à moi, parce que je connais pas l'Égypte, là, je te mentirais pas là-dessus. Je te mentirais pas là-dessus. Je pense que ça se pourrait-tu que ça soit cultivé 12 mois dans l'année? Ah oui. Parce qu'il n'y a pas d'hiver là-bas. Là. C'est ça. L'hiver, là-bas, c'est notre bel été ici. Là. Donc, j'étais là-bas pour Noël, justement, puis il faisait entre 20 et 23 degrés. Là. Fait que oui, il y a 2 saisons de croissance qui fait en sorte que sur nos terres, on cultivait une vingtaine de cultures. Là, aujourd'hui, on parle de rotation, la diversification, culture de couverture. Ça se faisait par obligation. Tu es obligé parce que avec le peu de terre qu'on avait, moi, ma famille, une famille de 9 personnes, on avait en tout... Tu as 8 frères et sœurs. J'ai 5 sœurs, donc on est 6, mes parents, puis on une tante qui habitait avec nous. Et on avait en tout 5 acres. Il faut savoir que c'était beaucoup de systèmes qui ressembleraient un peu de seigneurie ici, là. Donc, on appelle ça des bacheurs, des maîtres qui possédaient beaucoup de terre. Ma famille vient de... C'est des travailleurs chez ces seigneurs-là, en gros guillemets. Et en 1952, la loi a changé, puis on permettait à ces travailleurs-là de posséder de la terre. Mais donc, ce qu'on cultivait, il y avait un acre par-ci, un acre par-là. Fait que c'était pas une ferme comme on imagine au Québec. Le village, toutes les maisons sont collées ensemble. Puis après ça, tu sors de village, puis c'est vraiment très parcellé. OK. Mais est-ce que les terres étaient en acre en Égypte? On a une unité là, qui entre en acre puis en hectare. On appelle ça des fatden. Mais je peux te donner les dimensions par la suite. Mais tu peux, avec l'équivalent du Québec, là, d'ici, ça serait autour de 5-6 acres qu'on avait. Mais avec 5-6 acres, jusqu'à mes 17 ans, j'avais jamais
manger quelque chose qui n'était pas cultivé chez nous ou qui n'était pas fait par ma famille. Donc, c'était, l'agriculture de subsistance, mais aussi on avait des cash crops, on avait des cultures commerciales. Donc, pour revenir à ta question, dans les 2 saisons, je vais donner le gros, là, le grand ligne. L'hiver, moi, je viens d'un village qui s'appelle le village de l'ail. Ça, c'est le nom officiel, parce que tout le monde cultivait de l'ail. OK, des ça, villages c'est l'hiver, oui. Je l'ai même tatoué sur mon bras ici. Là. OK. Donc, l'hiver, il y a toujours une culture pour les animaux, parce que tout le monde avait des animaux. On avait de bœufs, là, de buffalo, on appelle ça de water buffalo, de buffle d'eau, des vaches, de moutons, des chèvres, nos ânes, parce que ça, c'était notre moyen de transport, puis nos machineries, c'était juste des ânes. Donc, on avait... Vous n'aviez pas de chameau? Non, on n'a pas de chameau, on n'était pas dans le désert. Donc, on avait de l'ail, du blé, de la luzerne, puis certains légumes pour l'hiver. L'été, tu as le coton, le maïs, de canne à sucre, des épices, puis d'autres légumes d'été. Donc, il y avait tout le temps quelque chose à manger pour nous, quelque chose à manger pour nos animaux, puis une culture commerciale. Donc, l'ail en hiver, le coton en été, c'est grâce à ces 2 cultures-là que je suis devant toi ici au Québec, à Drummondville, en train de parler de ça. Parce que c'est ça qui a amené l'argent. Donc, on vivait de... Voilà. Que ça donne un portrait donc, en 12 mois, je touchais une vingtaine de cultures. Vingtaine de cultures sur 5 acres. Sur 5 acres. 0 machinerie. Oui. Moi, mon premier emploi, j'avais 7 ans. Je dis tout le temps quand je présente que mon premier emploi, j'étais un insecticide. Parce qu'à 7 ans, tous les enfants de village ont été payés pour aller ramasser les feuilles de coton où il y a un insecte assez spécial pour le coton, là. Et on ramassait les feuilles où il y avait les œufs, les larves là, en bas, dessous? OK. en dessous. Puis on coupait ça, on les mettait dans des sacs, puis on était payé par le poids de ces feuilles-là, à 7 ans. 0 produits chimiques, tout était fait à la main, l'irrigation, tout ça c'était fait. Il y avait un tracteur pour tout le village. Puis ça, c'était utilisé 1 à 2 fois par année, puis that's it. Tout ce que je te dis maintenant, c'est rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Ça a changé. Malheureusement, maintenant, c'est le pic des pesticides, herbicides. Il n'y a personne qui va aller maintenant désherber comme moi je faisais pendant 10 ans. Donc, malheureusement, ça a changé. C'est ça. Au début, l'Égypte, c'est une colonie britannique parce que plusieurs pays d'Afrique ont été colonisés par les pays européens, si on veut, là. L'Égypte est un pays merveilleux qui a colonisé tout le monde et qui a été colonisé par tout le pays, donc par chaque pays. Donc, on était une colonie anglaise, après ça, on était une colonie française. Ah ouais, OK. Oui. Puis après ça, on est revenu une colonie anglaise. Puis après ça, c'était les guerres là, des derniers siècles avec l'Israël, les États-Unis, tout ça. Mais l'Égypte ancienne, non. Avant ça, c'était les Ottomans, les Turcs, les Perses. Mais il y a 2-3 000 ans, c'est nous qui colonisions le Soudan, le pays de Golfe et tout ça. Puis... ça a déjà été une grosse empire, tu sais, dans le fond, dans le temps de Cléopâtre, là, où, Eh oui, c'est un pays avec beaucoup d'histoire et de civilisation. Oui. Parce qu'il y a même un métier qui existe qui s'appelle des égyptologues, là. Ben oui. C'est ça. J'invite tous nos auditrices et nos auditeurs à aller visiter l'Égypte. C'est merveilleux comme pays, même si je l'ai quitté. Yes. Puis, pour les quand tu parlais dans le désert, tu sais, le champ, les terres sont cultivées jusqu'à maintenant, tu arrives dans le désert. Mais est-ce que quand ils vendent, mettons, qu'il y a du sable qui se ramasse sur les terres, est-ce que c'est parce que le désert est en train de s'agrandir tranquillement ou perdez-vous bien des terres agricoles par rapport au désert qui voudrait prendre plus de place? Pas vraiment. On est chanceux parce que dans les 2 extrémités des terres agricoles, il y a des barrières un peu naturelles. Donc, soit qu'on a
soit des canals ou des petites branches de Nil ou une chaîne de montagnes qui fait en sorte que là où j'étais moi, ça se peut que c'est différent ailleurs, on n'a jamais été impacté par de tempêtes de sable. Et puis quand il y a un peu de sable qui arrive sur la Terre, c'était pas si grave que ça. C'est quand même, on appelait ça un sol. Ben, c'est du sol noir, là. C'est vraiment, c'est riche. Fait qu'un peu de sable, ça ne dérange pas tant. Fait que non, il n'y a pas de désertification. Là, encore une fois, je parle juste de ma région. Mais la perte de terres agricoles vient principalement du fait qu'on construit là-dessus. Puis là, aujourd'hui, ta famille cultive encore la terre? Oui, on loue une portion de notre terre des gens dans le village parce que moi j'ai quitté l'Égypte et puis mon papa nous a quittés quelques années plus tard. Donc, il restait juste ma mère. Fait qu'il y a une grosse partie qu'on loue quand même à nos voisins et tout ça. Puis chaque fois que je retourne, je vais aller faire une visite, je prends ma pelle puis j'essaie de voir est-ce qu'ils ont dégradé ce qu'on a laissé? Parce qu'on a quand même laissé la terre en très, très bon état. Mais voilà, il n'y a plus personne vraiment. Mes 5 sœurs, ils sont toutes parties dans leur famille. Puis, mais la terre, elle est encore là. Puis chez nous, on a un proverbe, je n'essaierai pas de le traduire, mais un paysan en Égypte préfère mourir que perdre sa terre ou la vendre même. Okay. Donc, c'est pas quelque chose que moi, je vais arrêter. C'est pas quelque chose que je vais compromettre, mettons. Puis comment ça peut valoir de la terre en Égypte? As-tu des idées de prix un peu? Ou, juste pour le fun de même? C'est ultra cher à cause de sa rareté. On n'a pas beaucoup de terre. Mais après, si je te convertis ça en dollars, ça fait pas grand-chose pour nous ici. Mais si je te dis qu'un acre, c'est 3 000 $, ben 3 000 $ là-bas, c'est presque un salaire annuel. Donc, mais c'est assez cher. OK. Oui. Puis, à part l'agriculture, le tourisme, qu'est-ce que vous avez en Égypte comme industrie? Qu'est-ce qui fait rentrer de l'argent dans le pays? Tu sais, comme ici, on a plusieurs industries ou des ressources naturelles qu'on vend qui ramènent de l'argent dans le pays. Mais vous avez quoi en Égypte? Ça marche comment, ça? Je ne savais pas que j'allais être politique aujourd'hui, Christian. Non, mais c'est pas politique, mais tu sais, Bien sûr, ça me fait plaisir. Ben, il y a le tourisme, hein, que jusqu'à 2011, c'était quand même 32 % de notre les incomes, mettons, l'argent qui rentre dans le pays. Je sais même pas, c'est le revenu 32% total du PIB, mettons. Oui, exact. Après, tu as le canal de Suez, qui était quand même... Ça appartient à l'Égypte, ça? Oui, ça appartient à l'Égypte. OK. Donc, le canal de Suez, ça nous amène quand même beaucoup de revenus. Donc, dans le fond, quand le canal de Suez a été bâti, c'était la colonie française qui était là? Parce que c'est un Français qui l'a bâti. Oui, puis c'est ça, c'était la cause de pleine guerre, parce que tout le monde voulait contrôler. C'était quand même le chemin de commerce le plus célèbre et le plus important, puis jusqu'à nos jours, là. Entre l'Asie, l'Afrique puis l'Europe, donc le reste du monde. Que ça, c'est ça. De l'agriculture, certaines industries minières aussi, de l'aluminium, de l'or, tout ça, un peu de pétrole, mais, puis aussi l'agricole, parce que le delta de Nil, c'est quand même beaucoup de culture de riz, c'est beaucoup de patates, c'est des fruits exotiques aussi, de mangue, de toutes sortes de dattiers, tout ça. Ouais. OK. Puis, quand tu parlais de riz, on parle aujourd'hui, on fait des rotations de culture, des engrais verts. Mais quand tu regardes des champs de riz, à part que du riz, tu peux rien semer d'autre dans un champ de riz. Parce que non. Là, en frais de monoculture, on y pense jamais, mais c'est assez rough là, comme monoculture. Exactement. Là. Puis c'est une malédiction parfois, parce que malheureusement, jusqu'à maintenant, une des pratiques plus nocives là, à notre environnement en Égypte, c'est pendant la récolte, la saison de récolte de riz, parce qu'on brûle le restant, là, puis ça fait parfois des nuages noirs là, dans le ciel jusqu'au Caire. Mais oui, chaque pays a sa monoculture, puis le riz, on consomme beaucoup de riz en Égypte, puis on exporte aussi beaucoup. Fait que, à m'amener, il faut nourrir aussi la population. Oh, good. Puis là, tu es parti de l'Égypte.
tu as choisi le Canada. Pourquoi? J'aurais bien aimé avoir il fait beau 12 mois par année. Pourquoi, oui. pourquoi venir dans une terre de misère comme là? Ben, on est bien, là, mais je veux dire, il fait moins 30 l'hiver. Là. Ben oui. Et je peux te dire que même si je suis égyptien, je suis beaucoup mieux pendant l'hiver que pendant l'été, même avec le petit été cute au Canada. Mais j'aurais bien aimé avoir une réponse satisfaisante pour la question pourquoi le Canada. Mais la vraie réponse, c'est que moi, je voulais partir de l'Égypte, puis j'avais 3 choix. OK. Soit les États-Unis, un pays où j'ai pas envie d'y aller. J'avais pas envie d'y aller, puis j'avais pas de moyens pour le faire. L'Australie, qui était assez exigeante pour l'immigration. Puis un jour, j'ai rencontré une personne qui me disait qui faisait son démarche là, pour le Québec. Puis j'étais comme, voyons donc, c'est quoi ça, le Québec? Il était comme, c'est au Canada. Puis je suis comme, bon, le Canada, c'est bon, là, c'est un pays en Europe, là, je vais aller, tout est bien. C'est là où j'ai appris que c'était pas vraiment en Europe, le Canada. Fait que cette personne-là me disait, juste quelques pépins que tu dois apprendre le français puis l'anglais, puis parce que j'étais comme, pourquoi ça parle français au Canada, je comprenais pas. Mais ça m'a pris 3 ans, donc j'ai appris français et anglais pour venir ici. OK, fait que en Égypte, tu n'avais pas appris d'autres langues. Là. Non, les langues, c'est fait pour les familles ultra riches, aristocrates. Puis là, je te racontais, moi, je faisais mon école sans électricité puis sans eau courante. Là, fait que c'est pas dans mon village qu'on apprenait le français, par exemple. OK, c'était pas la priorité, là, maintenant. Non. Déjà que tu savais écrire et lire, t'étais chanceux. Donc, non, mais quelle chance que j'ai d'être au Québec, d'être au Canada. Ça devient chez moi. Quand je m'en vais en Égypte maintenant, je m'en vais en tant que touriste. Fait que j'ai pas besoin de dire ça, mais quel privilège d'avoir ces pays-là, ces privilèges-là, cette sécurité-là, cette économie-là. Je sais qu'on prend beaucoup par acquis ici, mais maudit qu'on est chanceux et qu'on est gâtés. Non, puis je veux dire, de notre côté, c'est une belle terre d'accueil, là, tu sais. On peut beaucoup en parler. Moi, je suis très content, puis très bien ici, puis on est accueillis, puis le peuple, puis la communauté, je me sens chez moi. Puis c'est ça, quand tu émigres, la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est de sentir chez toi dans ton deuxième pays. C'est une chance qui n'arrive pas à tout le monde. Yes. Quand tu es parti de l'Égypte, tu avais quel âge pour le fun? Parce que je ne connais même pas ton âge, là. Mais j'avais 26 ans. Tu avais 26 ans. Oui. Est-ce que tu avais fait des études universitaires ou collégiales en Égypte? Oui, j'ai fait un bac en sciences. Hein. OK. Je voulais être pharmacien, mais je n'ai pas pu. Fait que j'ai fait sciences. Puis un bac en sciences, j'ai tout étudié. Là, botanie, zoologie, physique, chimique, toutes sortes de sciences. Par la suite, j'ai travaillé en pharmaceutique parce que c'était le seul domaine où je pouvais vraiment gagner ma vie puis faire des cours de français, d'anglais parce que ça coûtait cher. Donc oui, j'avais un bac en sciences. OK. Puis ton diplôme, est-ce qu'il a été reconnu quand tu es arrivé ici? Non, Christian, c'est pas des questions qui nous amènent à parler politique encore ici, mais non, c'est pas... non, dans le fond, c'est ça. Tu arrives ici, puis il faut que tu fasses l'évaluation comparative. Dans le fond, j'ai fait 4 ans de sciences, puis tu arrives ici, puis ils te disent, bon, ce que tu as fait, ça vaut peut-être 1 an, 2 ans, fait qu'il te reste 2 ans. Fait que j'ai toujours refusé de faire cette équivalence-là. Mais j'ai quand même construit mon CV autrement. J'ai travaillé, j'ai gagné de l'expérience. Après ça, je suis allé faire un 2SS en développement économique communautaire. Puis maintenant, ce soit une maîtrise en sciences de sol. Donc, aussi, encore une fois, tu parlais de terre d'accueil. C'est quand même intéressant. C'est pas comme la France ou d'autres pays que l'institution comme l'université, par exemple, là, j'ai fait ma maîtrise à l'UQAT, à l'Université de Québec en Abitibi-Témiscamingue, en sciences de sol. Et d'ailleurs, un bonjour à mes directeurs, Vincent Poirier et Alison Monson de l'Université Laval. Et ils n'ont pas exigé là, que j'ai un bac ici. Ils comprennent mon expérience de vie, mon expérience professionnelle. J'ai été accepté à la maîtrise, puis voilà. Mais jusqu'à maintenant, mon bac n'est pas reconnu. Ah. Mais ma maîtrise, elle l'est, par exemple. Ben c'est bien. C'est bon.
Bon, et puis là, depuis quelques temps, je ne sais pas combien de temps, là, tu es rendu à l'emploi de Régénération Canada. Tu es même directeur général maintenant de cette organisation-là. C'est quoi un peu Régénération Canada? Ça mange quoi en hiver, ça? Régénération Ça, c'est Canada. une expression québécoise. Ben oui, là, ça mange ben quoi en oui, hiver? une des meilleures. Donc, Régénération Canada est un organisme sans but lucratif qui a été fondé en 2017. On travaille sur la promotion de l'agriculture régénératrice et la santé des sols à travers le pays. On fait ça sur plusieurs volets. Premièrement, puis le plus important, c'est l'éducation et le transfert de connaissances et d'expertise. D'abord entre le producteur, puis par la suite, on amène ces connaissances-là avec un peu de vulgarisation, puis on amène ça aux consommateurs. Donc, on travaille autant avec le producteur, productrice qu'avec les consommateurs et le grand public. On travaille aussi à créer un réseau où, quand on a commencé en 2017, il y a tellement de bons organismes bien établis, mais qui travaillent pour et par les agriculteurs. Puis il y a beaucoup d'organismes qui travaillent en ville pour le consommateur, mais on dirait que ça ne se parle pas beaucoup. Donc nous, notre approche, ça a toujours été d'avoir une vision multipartite où on travaille avec les agriculteurs, on travaille avec le consommateur, on travaille avec les transformateurs, on travaille avec les scientifiques, on travaille avec le grand public, on travaille avec les politiciens. Puis on touche à tout ça. Oui. Donc, ça fait qu'on a une position quand même unique, quoique on n'a rien réinventé, on a juste mis le monde ensemble. Donc, beaucoup d'activités de transfert de technologie et de savoir comme aujourd'hui, en partenariat avec Équiterre et Club Action Bion. D'ailleurs, donc nous, on travaille au niveau pan-canadien, on travaille de Yukon à la Nouvelle-Écosse. Donc, on a plusieurs projets et initiatives à travers le pays. On est une petite équipe, mais on est vraiment fort par notre réseau. Donc, on a un réseau de conseillers un peu dans chaque province. On a commencé aussi avec un grand événement, le Symposium Sol Vivant. On a eu quatre éditions, 2017, 2019 en personne, 2020, 2021 en virtuel. Ensemble, ces 4 éditions-là, on a ramassé plus que 3500 personnes à travers le Canada. Donc, on a quand même un bon réseau de l'édition à l'autre. Donc, on a plusieurs projets, plusieurs initiatives, mais c'est vraiment ça notre bread and butter, comme on dit en anglais. Ça fait combien de temps que tu es à l'emploi de Régénération Canada? Dans le fond, moi, j'ai rejoint mon ancien collègue puis mon ami Gabriel en 2017, une semaine avant la tenue du premier événement. Le Symposium Sol Vivant? Le Symposium Sol Vivant qui était à l'Université Concordia en 2017. Gabriel, avec un merveilleux groupe de personnes, avait organisé cet événement-là. Moi, je rejoins une semaine avant, puis par la suite, on a bâti l'organisme, tout ce que ça vient avec. Donc, officiellement, on peut dire que depuis début 2018. Donc là, ça fait 5 ans que je suis ici, puis voilà. Je suis rendu en direction. Good. Puis là, ça te permet de voyager à la grandeur du Canada. Oui. De voir les sols, les États, un peu dans quel état qu'ils sont à la grandeur du pays. Puis, tu parlais du Yukon. Oui. Je cultive quoi au Yukon? C'est sûr que c'est beaucoup maraîcher, beaucoup de serre, mais il y a quand même là, un peu de pâturage, mais beaucoup de serre. Puis c'est ça, chaque province, chaque territoire est vraiment propre à son propre Parce que là, on défi. s'entend qu'au Yukon, tu t'approches du cercle arctique pas mal. Ben oui, oui. Puis d'ailleurs, même dans le territoire nord-ouest, on a certains membres aussi, mais bien sûr, c'est de tunnels, c'est de serre. Là, mais puis tu parlais de sol, oui, j'ai eu le grand privilège là, de voyager beaucoup. L'année passée, j'ai passé 2-3 mois entre Manitoba, Saskatchewan, l'Alberta puis Colombie-Britannique. J'en ai vu des fermes le plus régénérateurs que ça peut être. Puis j'ai aussi vu des sols dégradés. Puis, avec le temps, on identifie aussi quelle province est avancée sur
quelle pratique, là. Puis donc, la différence entre l'Est ou l'Ouest, grande culture versus laitier ou pâturage. Donc, c'est vraiment une grande chance. Puis ça nourrit nos projets. Puis, parce qu'il faut quand même qu'on réponde dans notre communauté à travers le Canada, tout en étant spécifique à chaque contexte. Donc, on n'est pas les gens qui viennent dire voici, faites ça parce que ça marche ailleurs. Ben, là, le one size fit all, là, il ne fait pas là-dedans. Mais non, c'est ça. Puis d'ailleurs, chaque projet, chaque initiative qu'on fait, on s'assure que c'est vraiment propulsé, l'idée par les fermes sur le terrain. Donc, ça, c'est notre première condition de n'importe quel partenariat qu'on développe, là. OK. Puis dans les provinces, parce que, tu sais, mettons, on prend ici au Québec, on est une production surtout laitière. Tu sais, il y a eu beaucoup de champs de foin. Fait que, on savait, tu sais, des sols étaient vivants dans le temps, mais on ne savait juste pas. On labourait, on trouvait ça gossant d'avoir des mouettes, tu sais, parce qu'on labourait parce qu'on connaissait rien que ça, tu sais. Aujourd'hui, bon, tout a bien changé, mais là, on a comme appris sur le tard, c'était quoi un sol vivant? Parce que là, les sols sont dégradés. Fait que là, on essaie de retravailler ça d'une certaine façon. Mais dans l'Ouest, il y a moins... Il n'y a pas autant de production laitière qu'on a ici. Ils sont dans le bœuf, surtout. Mais d'après toi, mettons, si tu compares les deux, Québec versus Alberta, Saskatchewan, y a-t-il un sol qui est meilleur que l'autre, d'après toi? C'est sûr qu'on est dans des latitudes différentes. Le contexte est différent, c'est plus sec dans l'Ouest qu'ici. C'est dur à dire. C'est ça, c'est dur à dire, puis ça dépend aussi qu'est-ce qu'on veut dire par un sol en santé ou c'est une meilleure sol. Oui, puis comment on peut évaluer ça, un sol en santé? C'est en comptant un verre de terre? Ou, c'est ça, je pense qu'un sol en santé, un sol pour chaque ferme est différent, puis plus important, c'est qu'est-ce que ça marche. Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il y a de la biodiversité? Est-ce qu'on est content comme agriculteur? Mais donc, il y a une grosse différence. J'ai visité des fermes de 16, 17 000 acres là, dans l'Ouest canadien. On ne parlait pas de même échelle, là. Donc là-bas, ça vaut la peine de faire une prairie pérenne ou même de bande riveraine. C'est des hectares et des hectares que de toute façon, c'est perdu parce que la machinerie, tu ne peux pas circuler là-dedans, avec la grosseur de machinerie. Avec chaque défi, il y a quand même des opportunités qui se présentent. Ici, une ferme moyenne au Québec, c'est quoi? C'est 700 acres peut-être, même moins que ça. C'est moins que ça. En fait, 700, c'est au Canada. Une ferme moyenne au Canada, c'est 700. Ici, c'est moins que ça. Ça vient avec beaucoup de défis. Exemple pour les machineries. 3-4 fermes en Alberta et ils peuvent totaliser ensemble 50 000 acres. Quand tu fais 50 000 acres de production de grains ou de canola et que là, tu n'es pas content avec ta coop ou whatever, ben, tu peux faire ton installation là, chez une des fermes et puis tu as coupé le middleman puis tout le monde est content. Et si pour que tu arrives à avoir ce volume-là, ben, tu as besoin d'une coopérative. Donc, chaque province a vraiment ses défis. C'est sûr, là-bas, dans l'Ouest, avec les quantités de bétail qu'on lève là-bas, le sol, on peut dire qu'il est vraiment riche. Mais est-ce que ça vient pas... Ça vient quand même avec un prix, parfois un prix environnemental, parce que c'est des millions de têtes de bétail. Fait que c'est ça. Chaque province a ses défis puis ses opportunités, puis ses programmes ici qui fonctionnent, ou à moitié, ou pas. Mais tout le monde est neuf, puis on a notre chance d'amener, nous, ces histoires-là. Voici ce qui se passe. J'ai donné l'exemple tantôt, je ne sais pas si tu étais là, qu'en Saskatchewan, Alberta, maintenant, il n'y a personne qui en fait, beaucoup de producteurs, elles vont mettre de vinaigre ou d'acide humique ou tout ça pour diminuer le pH de leur mix à glyphosate. Là, la bouillie pour arroser. Oui. Et ça fait qu'ils coupent leur production de glyphosate ou leur utilisation de glyphosate jusqu'à 80 %, j'ai vu. C'est ça, parce qu'en acidifiant l'eau,
l'herbicide devient plus efficace. Donc, tu peux en mettre moins pour avoir la même efficacité Exact. avec un pH neutre, mettons, ou peut-être même un petit peu plus Exact. basique. Puis oui, il y a des échecs parce qu'il faut vraiment savoir comment en servir. Mais ça, c'est quelque chose qui et je peux te dire que sur une ferme de 10 000 acres, la quantité de glyphosate qu'on utilise, c'est astronomique. Donc, diminuer et couper à 50 c'est beaucoup d'argent dans la poche de producteurs. C'est moins de herbicides dans le champ. C'est bon pour tout le monde. Fait qu'on essaye d'amener toutes ces innovations-là. Puis eux, par exemple, chaque ferme laitière que j'ai visitée dans l'Ouest, à partir de Manitoba, tout le monde devait entendre parler d'une ferme laitière au Québec. Comme, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qui marche? Parce qu'on a une certaine expertise ici qu'eux, ils n'ont pas. Dès par la taille, on a peut-être presque 5000 fermes laitières ici au Québec. Oui, bien, dans le fond, le gros de la production laitière se fait historiquement dans le bas et le haut Canada. Oui. Donc, c'est là que ça s'est peuplé en premier, puis toute la production laitière, souvent, est là. Mais, ici, au Québec, on a une grosse production animale, veut pas, parce que tout part d'ici. C'est ça. Donc, ça nous prenait des œufs, ça nous prenait du poulet quand on a commencé, quand c'était colonisé. Là. Oui, c'est ça. On a entre je pense, 4600 exploitations laitières versus, par exemple, en Manitoba, il y a 250 fermes. Non, c'est ça. Je pense que c'est pas loin de 50 du lait au Canada qui est produit juste au Québec. Là. Exactement. Donc, ça, c'est une expertise parce que plus de production, plus d'économie, plus de ressources, plus d'innovation. Et donc, on a parfois une responsabilité à montrer aux autres comment faire. Comme, par exemple, au niveau de pâturage, c'est sûr que c'est tellement développé dans l'Ouest qu'il y a de quoi apprendre aussi de nos amis là-bas, de comment faire ça sur une petite taille, puis que ça marche. Puis on a des bels exemples, même au Québec, Ontario. Ouais, même avec les pâturages sont grands, là. Ben oui. Mais même ici, bon, on n'a pas en parler, mais même ici, dans l'Est, il y a quand même quelques bels exemples. On peut faire des pâturages presque à l'année longue. Mais juste pour dire qu'il y a des leçons à apprendre de côté à l'autre, puis nous, c'est notre job. C'est vraiment amener ces histoires-là, ces experts. Un maillage un peu entre... C'est quasiment deux solitudes, on s'en... On s'entend que quand je m'en vais là-bas, je suis le Frenchie mais moi, en plus, je suis un immigrant, fait que c'est moins pertinent, mais je vois la division entre l'Est et l'Ouest, français, anglais, puis justement, l'année passée, j'étais en Saskatchewan, puis quelqu'un m'a dit que je trouvais vraiment pertinent. Il dit, écoute, si les trois provinces des prairies, tout le monde a voté pour une loi, mais que la population de Montréal elle a voté contre cette loi-là au fédéral, bien, ça ne va jamais passer. Donc, il y a une certaine frustration aussi de notre système politique. Je ne me tarderai pas là-dessus. C'est juste pour te dire que la division, elle n'est pas juste climatique ou linguistique, c'est aussi politique. Mais il y a tout le monde est prêt à écouter ce qui se fait de mieux ailleurs, puis apprendre ça. Donc, ça, c'est vraiment le truc commun là, de tous les producteurs à travers le pays, qu'à la fin de la journée, on veut juste que ça soit rentable et puis qu'on se sent bien par rapport à nos opérations. Donc, il y a quand même beaucoup de collaboration. Tu sais, dans l'Ouest, ils se cultivent gros des céréales, gros du canola, on s'entend. C'est pas mal aussi en semi-direct, mais est-ce qu'ils utilisent quand même passablement des cultures de couverture? Est-ce que la saison est-tu aussi longue que nous autres, ou peut-être même plus courte? Oui. Il y a beaucoup de semi-directs. Parce que je pense que dans le temps, il laissait des planches en jachère. Une année, elle ne cultiva pas. Je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a quand même beaucoup d'innovations. Steve Grove, là, notre invité spécial d'aujourd'hui, il parlait de parfois mettre plusieurs cultures commerciales ensemble. Hein. Dans l'Ouest canadien, j'ai vu de miracles. Moi, j'ai vu de canola, de pois, puis de moutarde. Là, j'ai dit juste des exemples. Mais encore une fois, la taille de ferme permet... Parce que quand tu mets 2-3 cultures ensemble, hein, il faut que tu le sépares par la suite. Ouais, quand tu le combines, au moment de la récolte, ça prend des machineries qui est capable de séparer ça. Donc, avoir un séparateur de grains à la fin de la saison... Mais une fois tu as ça, tu imagines toute la possibilité qu'il te donne à avoir 3 cultures en même temps. Ils sont toutes payants. Donc, il y a vraiment beaucoup de ça.
par rapport à la saison, là, on était dans le nord de la Saskatchewan, puis ce qui est beaucoup fait là-bas par des agriculteurs, on s'entend en agriculture régénératrice, c'est ce qu'on appelle le- la culture de relais. Je ne sais pas si ma traduction est Mettons, bonne. c'est comme de culture de relais. Je prends un Américain qui en fait de tout ça. C'est comme du blé d'automne avec des espaces. Ça pousse, mais au printemps, il sème du soya entre dedans. Fait que là, à un moment donné, C'est comme il il y a tout le récolte temps, le blé, Exactement. le soya prend le dessus, il récolte le soya. Ça, c'est un parfait exemple avec d'autres cultures là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de soya passé Manitoba, mais ils font ça beaucoup. Fait que là, c'est quand même le sol est couvert. Ils font ça beaucoup avec le trèfle après le grain, puis là, tout en coup, après la récolte, pour le trèfle là, qui prend. Ou encore, au Québec, je savais, tu fais une culture de blé, pas de blé, non, excuse-moi, maïs en silage, récolté de bonne heure. Ouais. Tu fais un seigle. Ouais. Au printemps, de seigle pousse, tu le récoltes en balle ronde pour donner aux vaches, puis après ça, tu fais du soya. C'est comme 3 cultures en 2 ans. Exactement. Enfin, il y a beaucoup quand même d'innovation là-bas. Puis c'est sûr que c'est ça, semi-direct, c'est presque 70% de terre, mais c'est quand même avec un double tranchant parce que souvent on va remplacer le mot semi-direct par agriculture régénératrice. Et ça, c'est une question que j'aimerais explorer, que pour nous, en tout cas, Régénération Canada, le semi-direct, c'est juste une chose, c'est juste une étape. C'est pas parce que tu as fait de semi-direct, de culture de couverture un peu, que là, c'est une agriculture régénératrice. Ça prend beaucoup de principes et des pratiques à mettre en place. Donc, dans l'Ouest, on dirait qu'on est content avec nos semi-directs, mais en même temps, si tu mets du semi-direct et puis tu as 40% d'excès de pesticides parce que tu n'as pas envie de diminuer ou de prendre un risque, pour moi, ce n'est pas régénérateur. Okay. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit « Hey, il faut arrêter ça », mais ça ne peut pas être régénérateur si on a 50 unités de trop d'azote, 40 de plus de glyphosate à chaque année. Pour moi, c'est pas. Il faut quand même qu'il y ait un mindset de comment diminuer, sans prendre de risques. Comment diminuer. Puis, mais c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de choses à apprendre des gens là-bas, comme il y en a aussi au Québec. La différence entre l'agriculture régénératrice et les semis sous couverture végétale, les SVC, y a-t-il une différence ou c'est la même affaire mais avec 2 appellations différentes? Parce que là, il y a comme plusieurs termes. Là. Moi, je vais t'expliquer ce que nous, on entend par l'agriculture régénératrice. D'abord, au-delà des pratiques sur le terrain, on voit ça sur 3 niveaux. Et là, je sais que je vais me faire moins d'amis en disant ça, mais il y a 3 niveaux d'agriculture régénératrice. Il y a le sol, la ferme, puis au niveau aussi de la communauté, mettons. Je vais m'expliquer. Des pratiques de santé de sol, toi et moi, toute la gagne qu'on est là aujourd'hui, on le sait. Même si on ne les fait pas, on sait ce que ça fait de bien, on sait le retomber. Après ça, on gère nos risques et puis on s'en va. Au niveau de la ferme, c'est au-delà du sol. Donc là, ta ferme et un boisé à côté, qu'est-ce que tu fais entre le boisé et ta ferme? Ton étable, toutes les questions d'énergie, le bien-être animal, le bien-être des producteurs, des gens qui travaillent, ça, c'est vraiment au niveau de la ferme comme un écosystème, la gestion de l'eau sur la ferme. Fait que si tu fais du semi-direct, culture de couverture, SCV, tout ça, c'est magnifique. Mais si on ne respecte même pas 1-2 mètres de nos cours d'eau, ben, le jour où tu es obligé de mettre un insecticide, puis au Québec, c'est un problème qui vient d'arriver, là, ben, il faut qu'on prenne la ferme comme un écosystème. Par la suite, le 3e niveau, pour moi, c'est vraiment au-delà de la ferme. Il faut que les transformateurs, les citoyens, le gouvernement, les programmes répondent à ça, soutiennent le producteur dans tous les niveaux puis à tous les moyens pour que ça soit régénérateur. Donc, si j'amène ça à la ferme, on a les 5-6 principes de l'agriculture régénératrice. Jamais laisser un seul nu, donc couvrir, avoir des racines vivantes, oui. Diminuer ou éliminer la perturbation du sol, diminuer ou éliminer les entrants, et j'ai dit diminuer. Si tu peux éliminer, c'est parfait, mais
C'est pas ça qu'on dit. Non, tu parles pas de bio, là. Je parlais pas de bio. Donc, diminuer ou éliminer tous les entrants chimiques. Intégration des animaux, puis je dis bien des animaux et pas de bétail. Là, je parle de vraiment la biodiversité, autant la biodiversité souterraine que la biodiversité hors sol. OK. Admettons, tu vas parler plus, mettons, si tu peux avoir, par exemple, tu as plus de goglu des prés qui viendraient nicher dans le champ. Tu parles des animaux, on n'est pas dans le bétail. C'est un peu des affaires de même. C'est ça. Et si tu as une production mixte... Les oiseaux champêtres en général. Là, par exemple, mais aussi, si tu arrives si, par exemple, tu es en production laitière, j'aimerais quand même challenger, dire, OK, c'est bien facile de ne pas sortir les animaux, faire nos ensilages, faire nos forageurs, mais est-ce qu'on pourrait commencer au moins 2 mois par année de faire un peu de pâturage? Parce que ça a une valeur assez importante par rapport à la santé des sols, à augmenter la biodiversité. Donc, les animaux, oui, c'est en général, c'est les insectes, c'est les oiseaux, mais aussi, ce qu'on peut faire... et là, je parle, encore une fois, chaque contexte est différent, mais avoir des poules, avoir des cochons sur le pâturage, tout ça, c'est des animaux. Ça fait partie de l'écosystème. Et le sixième principe, c'est vraiment, puis c'est ça qu'on oublie tout le temps, c'est le bien-être. Bien-être des producteurs, bien-être des gens qui travaillent, bien-être animal. Régénérer, c'est faire revivre un organisme. Donc, ça prend toutes ces pratiques-là. Par la suite, ces pratiques-là, il y a quand même beaucoup de processus écosystémiques, là, c'est des gros mots pour ne pas dire grand-chose, mais pensez au cycle de l'azote, cycle de carbone, cycle de l'énergie. Steve Grove, il dit tout le temps, ça fait 4 jours, il dit, s'il y a un rayon de soleil qui tombe sur un sol qui est noir qui ne tombe pas sur du verre, c'est de l'énergie qu'on perd. Oui, c'est de l'argent qu'on perd. C'est du carbone qu'on perd. Donc, avoir ça dans la tête, c'est quand même très important. Le tout commence par comprendre notre contexte à nous. On est né où? Quelles sont nos ressources, nos limitations, où on veut aller? Puis, le voisin qui pense que tu es fou parce que tu essayes des choses, là, il va falloir que ça change. Il va falloir qu'on trouve un moyen de juste regarder autour de nous. Tout ce que je suis en train de dire, Christian, je l'étais moi-même agriculteur de survie. On était dans un agriculteur de survie. Donc, je serais la dernière personne à dire « Ah, tout ça, c'est fait, tout ça, c'est facile. » Je ne suis pas en train de dire ça. Mais il faut quand même garder en tête qu'il y a beaucoup à faire. Puis l'agriculture régénératrice, si elle est développée à 80%, on ne sera jamais dans cet état-là qu'on est maintenant aujourd'hui. Fait que ça, c'est pour nous. Donc, le SCV, c'est parmi vraiment, puis là, je chapeau à tout le monde. On a des mentors ici au Québec dans cette pratique-là. Comme Louis Pérusse, par exemple. Par exemple, pour qui j'ai beaucoup de respect. Oui. Lui, il n'est pas en train de dire « Ah, je fais de l'agriculture régénératrice ». Il fait des CV, ça a tellement de bienfaits, mais je te dis aujourd'hui que l'agriculture régénératrice, ça englobe beaucoup plus que ça pour que ça devienne... pour reprendre un peu de résultats d'expression de la révolution tranquille, un projet de société. Là. Il faut que ça soit un projet de société pour que ça amène tout le monde là où on veut être, au niveau environnemental, économique, social et de santé mentale. Je l'étais, et je sais qu'on n'est pas bien quand ça va pas bien. Fait qu'il faut que ça fasse de sens pour nous. Fait que, tu sais, dans le fond, tu peux avoir comme un système un peu régénératrice, mais la personne, même si c'est là-dedans, il n'y a rien qui l'empêcherait de labourer une planche pour X raison. Il n'y a rien de dogmatique qui nous a fait avancer. Il n'y a rien. Ni une religion, ni une certification, ni une... mais tout le temps, moi je dis tout le temps, il faut mettre la barre haute puis conscient d'où on est. Fait que je vois l'agriculture régénératrice comme un spectre. Chaque personne qui est ici, il est quelque part dans ce spectre-là. Moi, en tant qu'un organisme communautaire qui a zéro intérêt économique là-dedans, je suis là à la fin pour dire, voici toutes les possibilités. Mais faites comme vous voulez, autant que vous pouvez. Apprenez ensemble, puis juste avancez, des petits pas. C'est comme ça que l'on le voit. On commence tranquillement. Là. Commencez tranquillement, une bonne gestion de risque, commencez petit.
puis faites vos propres recherches parce que j'ai fait ma maîtrise en sol, mais je sais très bien que la science, ça va pas autant vite que vous, les producteurs. Donc, comment penser à ça? Comment on peut être nos propres chercheurs? Ben, commencer vraiment petit quand on veut essayer quelque chose. Puis nous autres, aussi, en agriculture, c'est une saison à la fois. Là. Puis, tu as tout le temps des contextes de météo qui vient jouer là-dedans. Puis, à un moment donné, tu fais quoi? Puis là, tu sommes une fois par année. Fait que quand tu manques ton coup, ça va à l'année prochaine. Tu n'as pas de deuxième chance. Là. Et ça, c'est juste un niveau de... Il y a le contexte à la ferme, il y a ton contexte à toi. Il y a la pandémie qui vient, il y a le parent qui est malade, il y a le fils qui va à l'école. Puis, on veut tout le temps séparer la ferme comme un business, mais si on revient en arrière, c'est la vie, la famille. Fait que comment prendre tout ça en compte, c'est pas une job facile. Non, c'est ça. Good. Puis, au niveau mondial, l'agriculture régénératrice, est-ce que vous avez d'autres organismes, genre Régénération Canada, dans d'autres pays, puis vous jasez? Comment ça ressemble un peu ailleurs? Bien, on a des partenaires un peu partout. On a plusieurs partenaires aux États-Unis, on a des partenaires en Afrique, on a des partenaires en Europe. Puis, je ne peux pas dire que c'est mieux ou c'est pire. Tout le monde essaye de leur côté. Parce qu'ils ont tout le contexte à eux autres, le réalité à eux autres. Donc, exactement. Mais, tu sais, ma job, c'est passionnante. Je suis passionné par ce que je fais, tu peux l'entendre, mais quand même, à tous les jours, j'entends. Ah ouais, tu te promènes puis tu fais jaser avec le monde. Moi aussi, j'aimerais ça avoir une job de même. Puis je fais ma tenue de livre. Je fais ma tenue de livre aussi, puis mes demandes de subvention, on peut échanger. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que dans chaque région du monde, ils ont leurs propres défis, leurs propres opportunités, mais il y a quand même certains pays qui avancent un peu plus vite que nous. Est-ce que c'est parce qu'ils sont mieux ou c'est parce qu'ils ont les ressources ou est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'en France, c'est beaucoup plus facile d'ici pour certaines affaires? En la saison est plus longue, ça donne une chance. C'est ici, quand tu récoltes le soya, c'est tout le temps gelé après, c'est pas évident de faire une culture de couverture. Je suis d'accord avec toi, mais l'année passée, ils ont tellement de sécheresse que nous, on n'a pas eu. Fait qu'à chaque région, ça prend une innovation. Donc, c'est pour ça, la différence entre un principe et une pratique, ça fait toute la différence. Donc, tu disais, genre, il n'y a pas de one size fits all. Il y a un principe de découvrir le sol, mais il faut que ça soit au niveau de la ferme, au niveau de comté, au niveau de club, au niveau de... mais il y a quand même de la magie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de belles histoires dans le monde. Mais ça prend une seule mauvaise histoire pour gâcher ma journée, mais je vois quand même beaucoup de... Il y a de l'espoir. Good. Puis en Égypte, y a-t-il de l'agriculture régénératrice qui se travaille là-bas? Parce que là, tu disais que là, les intrants augmentaient, mettons les pesticides ou engrais, ou peu importe, là. Tu sais, Christian, la responsabilité des pays comme le nôtre ici au Canada, c'est qu'on est suivi par le reste de la planète. Veut pas, avec la mondialisation, l'Internet et tout ça, tout ce qu'on fait, on est imité ailleurs dans le monde. Au Canada, tu veux dire? Avec un décalage de quelques décennies. Donc, si on dit qu'il y a 20 ans, c'était le pic, même si aujourd'hui encore, il y a vraiment beaucoup d'excès de ces produits. Mais s'il y a 20 ans, ou il y a 50 ans, c'est l'industrialisation de l'agriculture ici, puis là, ça commence à rattraper tous les autres pays, le reste des pays du monde. Donc, je dirais, l'agriculture régénératrice en Égypte, elle est plus pratiquée sur les nouvelles fermes dans le désert, que j'ai visité moi-même, que dans l'ancienne terre. OK. Donc, c'est parce que les gens qui choisissent de partir de la ville pour aller faire l'agriculture dans le désert, ils ont fait déjà toutes leurs études, là je ne parle pas d'études universitaires, là, mais toutes leurs recherches dans leur tête, leur chemin, pour aller dans le désert, pour cultiver, c'est parce que tu as la drive, là, en bon français. Et alors que dans les terres agricoles, malheureusement, on n'est pas sur un bon chemin. Parce que si tu vas dans le désert, tu ne peux pas laisser ta terre à nu parce qu'il y en a un qui va reprendre la place, ça va être le désert lui-même. D'une certaine façon, là. Oui. Oui.
Mais un jour peut-être que je retournerai là-bas pour Amener ton partager vos expertise histoires, d'ici pour... ouais. Et puis là, ils vont me dire, ben voyons donc, il y a de la neige, puis de la pluie là-bas. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Parce qu'en Égypte, il pleut 3 jours par année. Là. Et c'est pas une pluie. Là. C'est quelques millimètres par année, là, surtout en désert. OK, ouais, non, c'est ça, là. Ouais. Tu sais, ici, ils mouillent pas pendant 10 jours, puis ils sont en sécheresse. Ouais. Je pense qu'on sait pas c'est quoi une sécheresse. Hein? Puis c'est ça, c'est contexte. Tu sais, si on n'a pas vu de désert, ben, on ne peut pas comprendre que moi, j'ai vécu... quand je suis arrivé ici, j'ai eu plus de pluie en une semaine, plus que les 26 ans de ma vie. Hey, je capotais, je comprenais pas d'où vient. Là. Déjà, le soleil qui n'est pas bleu chez moi, ça n'arrive pas souvent. Qu'est-ce que c'est le soleil bleu? Ben, je veux dire, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de pluie en Égypte. Donc, OK. moi, pendant 26 ans, tu ne checkes pas. On n'a pas d'application de météo, nous autres, là. Tu sais, bon, l'hiver... Fait tout le temps beau pour de regarder ça. Tout le temps beau. Tu sais qu'il fait 25 degrés pendant 2 mois, ben, avec une petite exception. Fait que c'est pas... notre maison, il y a toujours un trou gras de même, là, pour l'escalier. Il y a pas de... Là, commence à pleuvoir un petit peu, fait que ça fait... Hein. Mais, bref, tout ça que c'est différent, puis j'aurais besoin de beaucoup plus de refaire tout ça, à réapprendre c'est quoi le climat en Égypte pour pouvoir y aller. Non, c'est bien correct. Oui. Good. Hey, Antonius, je te remercie beaucoup. C'est un grand plaisir, Christian. Pour le temps, ça fait longtemps qu'on essaie de se rattraper. Je suis content que c'est arrivé aujourd'hui. Puis, fait que pour tout le monde, régénérationcanada.org, allez-y, écrivez-nous. Allez sur notre site web. C'est tout. régénérationcanada.org. Good. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Antonio, c'était un grand plaisir aussi de te recevoir dans les podcasts agricoles. Pareillement, Christian. Une belle journée. À la prochaine. Bye-bye.